Rogaldorn fut l'un des premiers primarques à apprendre la trahison de son frère Horus. De retour sur Terra avec le gros de ses forces, sa flotte a été prise dans une tempête warp. Fuyant l'atrocité perpétrée sur Isvan III, l'Eisenstein fut pris dans les mêmes tempêtes, et en quelque sorte les chemins du prétorien de Terra et des loyalistes en fuite se croisèrent. Aucune des personnes présentes n'a jamais parlé du moment où Dorn a appris la trahison d'Horus. De sa colère, nous ne pouvons que deviner, mais sa réponse était claire. Il divisa sa flotte, une partie pour rester avec lui pour défendre Terra, une autre pour frapper Horus par vengeance. Près d'un tiers des effectifs de la Légion, en guerriers et en vaisseaux de guerre, furent envoyés à cette fin sous le commandement du maître de flotte Yonad, renforcés par des auxiliaires et des escadrons supplémentaires de chasseurs-tueurs de l'Astra Militaris du système Sol et de la réserve de flotte de Saturne. Plus de 500 navires plongèrent de nouveau dans les tempêtes, mettant le cap sur le système d'Isvan. C'était une flotte de représailles envoyée pour être une manifestation de la justice. La flotte de représailles n'arriverait jamais à Isvan. Peu après son départ, elle fut engloutie par l'Empyrée déchaîné, qui pour les augures astropathiques de Terra s'agitait autour de la flotte et l'avala entièrement. La flotte fut tourmentée, déchirée et détournée. Elle a été écorchée par les tempêtes warp, et ses navires survivants n'ont eu guère d'autre choix que de s'enfuir vers une rive calme, comme s'il s'agissait d'un équipage d'âmes malheureuses emportées par une cataracte mortelle après un naufrage, comme dans les récits de l'ancien âge de la voile. Ce seul refuge s'est avéré être le système Fall. Parmi les vaisseaux et les guerriers envoyés par Dorn, à peine les 2/3 avaient survécu au passage des tempêtes warp. Les plus gros vaisseaux de la Légionesse Astartes avaient sans surprise mieux supporté les tempêtes, mais parmi eux, beaucoup étaient encore endommagés et avaient subi des pertes. Les navires de guerre survivants s'étaient retrouvés coupés de l'Empyrée, comme coincés sur une île entourée par le silence. Avec le warp qui les entourait, encerclés par la fureur des tempêtes incessantes, ils ne pouvaient pas sortir du système Fall sans subir une calamité, et les astropathes survivants ne pouvaient ni recevoir ni envoyer de messages à travers la barrière de la tempête, qui ne faisait que refléter leur propre message en eux, corrompus comme par dérision. Pire encore, le maître de flotte Yonad, l'un des commandants de confiance de Dorn, un stratège et un chef dont le bilan était presque sans égal dans sa légion, était mort durant le voyage. Les Imperial Fist étaient une légion liée par la discipline et le respect indéfectible des serments d'honneur. Yonad était mort, mais dans la vie il avait oint son lieutenant et son élève d'assumer la responsabilité de son commandement s'il tombait au combat. Alexis Pollux était un capitaine de sa légion d'ascension relativement récente au rang de commandant. Né sur Inuit et marqué par sa grande stature et son cœur de pierre, mais dont la renommée n'avait pas dépassé les rangs des fils de Dorn. Froid, calculateur et direct, ces décennies de guerre l'avaient marqué comme un guerrier digne de ce nom. Mais dans les rangs de la flotte, il y avait des Imperial Fist dont la renommée et l'expérience dépassaient encore celle de Pollux, des capitaines tels que Tyr, Pertinax et Scalus, dont le nombre de victoires dépassait de loin celui du jeune Pollux. Mais le maître de flotte Yonad avait vu quelque chose dans l'homme qu'il avait choisi, et on dit qu'il avait exprimé à Rogaldorn lui-même que Pollux avait l'étincelle du génie dans la compréhension de la guerre, une étincelle qui devait encore s'allumer pleinement pour atteindre son plein potentiel. Nous ne pouvons pas maintenant savoir ce qu'aurait pu devenir Pollux si le commandement de la flotte de représailles ne lui était pas tombé dessus. Mais comme le disait le proverbe des anciens, « Quand vient l'heure, vient l'homme ». Cela devait se vérifier dans le cas d'Alexis Pollux, et nous pouvons voir maintenant que son commandement a changé l'avenir de toute sa légion.
En acceptant le commandement de la flotte de représailles, le premier acte de Pollux fut de la préparer à subir une attaque. Les réserves et le ravitaillement destinés à soutenir une longue campagne furent immédiatement dépensés pour réparer les navires de guerre survivants et les mettre en état de combattre sans équivoque. Un exploit colossal d'organisation dans lequel Pollux lui-même prit l'initiative de l'organisation. Il positionna ses navires de guerre en un schéma sphérique, en perpétuelle mutation au bord du système. La flotte était devenue une forteresse dans le vide, vigilante et toujours prête à répondre aux attaques, et également positionnée pour pénétrer dans le warp si un passage à travers les orages devait se dégager. Les jours devinrent des mois, mais les Imperial Fist restèrent actifs, cartographiant chaque marée gravitationnelle et la synchronicité céleste du système planétaire, leur permettant de connaître dans les moindres détails le champ de bataille potentiel. Les Imperial Fist se sont entraînés sans relâche dans tous les domaines, du combat personnel à la coordination des tirs entre tous les éléments de la flotte, pratiquant les manœuvres et les stratagèmes contre toute éventualité avec une minutie qui aurait pu faire honte même à un commandant de la 13e Légion. Bien que des tentatives répétées aient été faites pour traverser les tempêtes, elles ont toutes échoué. La décision de Pollux de placer ses vaisseaux dans un état défensif aussi actif, comme par exemple la conservation de la force d'une part, ou la tentative de braver les tempêtes dès qu'ils en étaient capables d'autre part, étant donné les ordres qui lui avaient été donnés et auxquels il avait juré d'obéir, pouvait sembler étrangement prévisible. Mais une telle évaluation ne tient pas compte d'un certain nombre de facteurs concernant à la fois la situation de la flotte de représailles et la nature des Imperial Fist eux-mêmes. Face à l'incertitude, la défense est la réponse naturelle de la 7e Légion, et l'inaction ne fait pas partie de sa nature. Rogaldorn était cité à plusieurs reprises comme disant que si l'on attend qu'un ennemi déclare son intention d'attaquer, on lui fait cadeau de la victoire avant que la bataille n'ait commencé. La prudence de Pollux n'était pas non plus sans raison. Le système de Phal, bien qu'obscur, avait été cité dans les archives de la Grande Croisade comme étant le foyer de 2 planètes habitées. Phal 1 et 2 étaient tous deux des agrimondes, l'un couvert d'océans, l'autre de forêts denses. Leur population, bien que peu nombreuse selon les normes de nombreux mondes, était néanmoins bien établie, pacifique et enregistrée comme étant en communication constante avec l'Imperium, auquel elle fournissait régulièrement de la nourriture. Lorsque la flotte de représailles arriva à Phal, elle découvrit que les 2 mondes étaient dénués de vie humaine, sans qu'aucune cause de cette soudaine calamité ne soit évidente, ni même de reste des morts à retrouver. Ceci bien sûr a été immédiatement source d'inquiétude et de profonde suspicion, et n'a servi qu'à accentuer davantage la prudence de la part des Imperial Fist quant à leur arrivée inattendue. Rétrospectivement, on peut clairement voir comme une preuve de plus que Phal n'était pas un champ de bataille choisi au hasard, mais un endroit préparé, ou peut-être prédestiné par les puissances obscures de l'au-delà, comme un piège et un lieu d'embuscade, un lieu de massacre destiné à condamner une légion. Qu'une telle chose, la manipulation du warp pour ainsi chasser une flotte de son cours, pour la malmener et la faire naufrager, puis l'amener épuisée dans un lieu particulier de l'espace, était auparavant totalement inconcevable en tant que réalité, ce qui n'en était pas moins vrai. Il était aussi vraisemblable que l'activité de monter des manœuvres défensives continues et des exercices implacables servait un but secondaire. Elle canalisait l'agressivité et la bile intempestive inhérente qui avaient été soulevées dans le cœur des Imperial Fist depuis que les faits incroyables de la trahison d'Horus avaient été mis en lumière. Pour les Imperial Fist, l'honneur était au-dessus de tout, et les traîtres, par leur existence même, étaient maintenant une atteinte à cet honneur qui ne pouvait être effacé que dans le sang. L'occasion pour la Légion d'honorer cette promesse viendrait d'une direction inattendue, et de façon beaucoup plus choquante et soudaine que tout ce qui avait été prévu. La prudence de Pollux s'est finalement avérée justifiée lorsque la flotte de représailles subit une agression psychique inattendue et mortelle. Des visions de douleur et des cris éthérés déchirèrent les vaisseaux de guerre avec un effet tortueux. À l'époque,
les Imperial Fist avaient l'impression que cet événement était une attaque en soi. Mais les découvertes ultérieures et la perspective de l'histoire nous disent que ce n'était pas le cas, que le cri de l'Empyrée avait un autre but. Des centaines de machines contenant chacune un astropathe comateux avaient été éparpillées dans le système de Phal dans des endroits cachés. Mutilés et collés à des appareils psy-amplificateurs d'origine inconnue, chaque Psyker fut réveillé par une terrible prise de conscience lorsque la machine avait été déclenchée. Les esprits surchargés des astropathes balayèrent le vide, l'explorant à la recherche d'informations avant de mourir, leur hurlement de mort coupant les tempêtes warp, servant à la fois comme balise et signal. Qui avait préparé cette étrange folie et qui recevait les messages envoyés par les Psykers assassinés, les Imperial Fist l'ignoraient, mais une chose était certaine lorsque les appareils furent analysés, quelqu'un venait pour eux. En vérité, il semble maintenant probable que Phal était un piège préparé depuis longtemps. Le nettoyage du système de toute vie, l'ensemencement des Psykers liés aux machines, et même l'influence des tempêtes warp pour permettre à la flotte de représailles d'entrer dans le système, tout indique que tout avait été planifié. L'attaque des Iron Warriors a commencé avec une force écrasante. Une avant-garde d'une centaine de vaisseaux se détacha du warp et prit de vitesse les flancs de la plus grande concentration de vaisseaux loyalistes, tirant sur les Imperial Fist dès qu'ils étaient à portée de tir. Le Hammer of Terra, un vétéran des premiers jours de la Grande Croisade, est considéré comme le premier grand navire à tomber, et avec lui les Imperial Fist subirent les premières pertes de la guerre. Des dizaines d'autres vaisseaux de moindre importance moururent ou furent paralysés dans ces premiers instants, laissant les Imperial Fist sans aucun doute possible sur l'allégeance des Iron Warriors. Rapidement, de plus en plus de vaisseaux des Iron Warriors vinrent du Warp, leurs moteurs flamboyants, la rentrée dangereusement rapprochée et puissante d'une si grande armada déchirant l'espace réel en lambeaux. Le fait que ce soit les Iron Warriors qui vinrent pour briser la flotte de représailles semble maintenant un fait évident. La mauvaise relation entre les deux légions était bien connue, et la trahison avait donné à cette amertume un avantage mortel. Mais à l'époque, la colère des Iron Warriors fut un choc qui se répercuta à travers la flotte de représailles aussi puissamment que des tirs de canon massifs. Coupés de toute communication, les Imperial Fist ne savaient rien du massacre d'Is-25, ni de la trahison de 4 des légions envoyées pour affronter Horus. Pour les Imperial Fist de la flotte de représailles, tout au-delà de Phal était un abîme inconnu. Ce point crucial, peut-être plus que tout autre, aurait plus d'importance pour la conclusion de la bataille que tout autre facteur. Avant l'attaque, la flotte de représailles avait formé la disposition générale d'une grande sphère en mouvement, constamment en évolution. Chaque navire et escadron naviguait selon un modèle complexe les uns par rapport aux autres. L'intention était d'offrir à un attaquant aucun point fixe pour attaquer, tout en permettant aux Imperial Fist de remodeler leur réponse à tout attaquant entrant dans le système. Les Iron Warriors, pour leur part, se sont comportés comme ils l'ont si souvent fait. Ils ont appliqué une force écrasante et implacable sur un seul point. La flotte des Iron Warriors provenait d'un coin du Warp, sa pointe étant formée des plus grands éléments de leur flotte, des centaines d'escorteurs, de canonnières et de transporteurs d'assaut la suivaient. Au cœur de leur flotte, le primarque Perturabo dirigea lui-même la bataille depuis l'Iron Blood, dernier fils d'Olympia, et son vaisseau amiral, une machine à tuer de 15 km de long qui, seule, avait apporté la mort à des mondes à de nombreuses reprises dans les campagnes du passé. Comme allégorie, comme un coup de poing frappant une orée de fumée, c'est ainsi que l'attaque des Iron Warriors à Phal a souvent été décrite, et c'est assez juste. Le coup ayant frappé, mais échouant à briser l'ennemi. Malgré les préparatifs des Imperial Fist, la bataille aurait pu être perdue au cours de ses premiers instants. Si la réaction à l'attaque soudaine et accablante avait été la panique et la confusion, le résultat aurait été un simple massacre.
En effet, même une application habile de tactique navale défensive formellement acceptée aurait vraisemblablement entraîné un désastre contre une force d'agression aussi imparable et parfaitement ordonnée, même si les pertes ennemies auraient été plus élevées. Mais ni l'un ni l'autre de ces résultats ne surviendront. Alors même que le vide était éclairé par les feux des navires de guerre qui explosaient et les cris silencieux des mourants, les Imperial Fist commencèrent à réagir avec une discipline implacable, une coordination exigeante et une planification avancée que leurs assaillants n'auraient pu deviner. À certains endroits, ils s'enfuirent avant l'assaut, alors que dans d'autres, ils tinrent le coup face aux attaques, invitant le feu des Iron Warriors à détruire leurs boucliers de leurs coques. Beaucoup de leurs vaisseaux semblaient fuir la sphère de combat en désordre devant le monstre de fer qui les frappait. Mais c'était une illusion, bien que de nombreux navires Imperial Fist aient été détruits sous les canons de leurs ennemis implacables pour mettre en œuvre la stratégie de Pollux. Les Iron Warriors pressèrent leur attaque, mais alors même que toute leur puissance s'apaisait, les Imperial Fist commencèrent à frapper leur formation. Les navires et escadrons en fuite, une fois au-delà des zones de tir de l'ennemi, tournèrent en arc courbe, accomplissant une manœuvre en boucle à forte poussée qui ne pouvait survivre que grâce à l'excellence des compétences de leurs maîtres et à l'expérience durement acquise grâce à une pratique éprouvée. Comme des fléchettes dorées à coque jaune, ils frappèrent les flancs de la bête de fer, attaquant les éléments les plus faibles de la flotte des Iron Warriors, sélectionnant les plus lents et les plus endommagés pour les détruire, envoyant des barrages de lances flamboyantes ou des torpilles pendant leur course. Les Iron Warriors réagirent sans pitié. Les pertes des deux côtés de la bataille dans le vide commencèrent à monter en flèche. Les macro-canons tirèrent et tonnèrent à travers l'espace rempli d'un feu hurlant et d'un kaléidoscope d'épaves hurlantes. Une brillante lance de lumière cousue entre les léviathans de guerre gribouillait des plaies rouges fondues dans des coques blindées d'un décamètre d'épaisseur. Les baies de torpilles se vidaient, se rechargeaient et tiraient à nouveau à un rythme effréné jusqu'à ce que les réserves destinées à durer des heures de combat soient dépensées en quelques minutes seulement. Alors que les vaisseaux se rapprochaient de la zone terminale, des centaines d'abordages eurent lieu à travers les entrailles des navires de guerre aux prises les uns des autres. Dans certains cas, des groupes entiers de vaisseaux se sont retrouvés liés ensemble par des portiques d'embarquement, des griffes d'abordage et des ponts spatiaux. La bataille s'est déroulée à travers ces agglomérations en rotation dans une marée sauvage, souvent jusqu'à leur destruction mutuelle. Des barges de transport inondèrent le vide, ravagées par le feu des essaims de bombardiers, de chasseurs et de vaisseaux d'attaque. Mais elles évoluaient dans un tel carnage apocalyptique qu'elles n'avaient guère d'espoir de survivre. Au fur et à mesure que les grands navires s'affrontaient, toutes les armes de la guerre spatiale furent utilisées sans retenue. Des armes interdites qui avaient rarement été déployées depuis l'aube de la Grande Croisade ont été utilisées avec fureur. Des sphères d'implosion volkite, des ogives vortex, des toiles de négaphosphex et de foudres bactériologiques souillèrent le vide avec leur lumière infernale et leur furie cauchemardesque. Des vaisseaux moururent à chaque seconde. Des millions de membres d'équipage périrent dans les flammes, ou furent déchiquetés en lambeaux de chair méconnaissable, ou étouffés dans l'étreinte froide du vide. C'était la puissance de l'Imperium, la puissance de la Grande Croisade qui avait mis la galaxie à ses pieds et qui se retournait contre lui. Le vide brûlait et les morts se multiplièrent. Mais pendant que les pertes des Imperial Fist augmentaient, le nombre de morts des Iron Warriors devenait lui aussi plus important. Pendant tout ce temps, les Imperial Fist modifièrent leur attaque, cédant, tenant jusqu'au bout et attaquant dans un tourbillon de colère toujours changeant et contrôlé. La flotte des Iron Warriors commença inexorablement à se fracturer, sa masse se scindant en sous-flotte, alors que les navires principaux endommagés étaient forcés de ralentir ou de rompre leur formation pour attaquer un vaisseau en fuite, entraînant avec eux leur escorte.
La situation s'aggrava lorsque les navires perdirent tout simplement tout contrôle quand leur système s'enflammait ou explosait dans des déflagrations colossales, dispersant et éclatant tout ce qui se trouvait à proximité. Lentement, centimètre par centimètre, le vent tournait et les Iron Warriors avaient commencé à s'approcher de leur défaite. Avec un Primarque à la tête des Iron Warriors, leur échec aurait pu sembler impossible. Mais si la grande trahison nous a appris quelque chose, c'est que même un Primarque n'était pas sans défaut. Peut-être que Perturabo n'avait pas anticipé l'état de préparation des Imperial Fists. Peut-être était-il aveuglé par sa haine et sa soif de vengeance. Peut-être pouvait-il voir un chemin menant à la victoire et qu'il ne se souciait pas du fait que cela saignerait à mort ses propres forces. Ou peut-être qu'avec des forces aussi bien assorties que les Legiones Astartes, le plus petit facteur extérieur pouvait apporter brutalement et de manière inattendue la victoire. En outre, il ne faut pas sous-estimer les compétences de Pollux, car comme il existe des esprits humains qui pouvaient rivaliser et peut-être dépasser ceux des Space Marines, il y avait quelques Legiones Astartes dont les capacités pouvaient rivaliser, voire dépasser celles de leur père. Quelle que soit la cause ou les causes de ce changement, les Imperial Fists ont semblé avoir senti le flot de la bataille s'inverser suffisamment pour tenter de porter un coup au traître qui aurait semblé impossible auparavant, tuer Perturabo lui-même. Malgré tout, Alexis Pollux avait réussi avec une capacité presque surnaturelle à comprendre l'ouragan de données des combats qui résultaient de ce conflit titanesque extrêmement complexe et aveuglément rapide. Bien que l'issue de la bataille était encore incertaine, il avait constaté une vulnérabilité potentielle, une brèche dans les défenses protégeant l'Iron Blood qui s'était ouverte. Avec une audace décisive, il réforma une sous-flotte sous le commandement du capitaine Armandus Tyr, avec pour seule tâche de frapper directement le vaisseau amiral des Iron Warriors. Son but n'était pas de briser l'Iron Blood avec le feu, car une telle chose n'était pas possible, mais de faire aborder à tout prix une force de frappe d'Imperial Fist sur le vaisseau amiral de Perturabo. La première vague de l'attaque consistait à établir des têtes de pont dans la structure de l'Iron Blood, puis à rechercher le Primarque des Iron Warriors. Les vagues ultérieures renforceraient l'assaut, intensifieraient l'attaque et empêcheraient les Iron Warriors de se rallier et d'empêcher la force de frappe de massacrer le Primarque. C'était un geste audacieux, dont tous les guerriers impliqués savaient qu'ils auraient le prix le plus élevé à payer, mais ils ne doutaient pas de la justesse de cette cause. Ils avaient été envoyés par Rogaldorn pour apporter un châtiment aux traîtres, et ils allaient accomplir ce devoir, peu importe combien cela leur en coûterait. C'était un plan courageux et audacieux, et si cela avait fonctionné, qui pourrait dire quel aurait été le cours du destin à partir de ce moment? Mais même lorsque la première vague de l'attaque frappa l'Iron Blood, le destin coupa cet espoir et créa un avenir différent. Rogaldorn, primarque des Imperial Fists et en tant que prétorien de Terra, responsable de la défense ultime du cœur de l'Imperium, avait essayé de contacter la flotte de représailles depuis que l'effroyable nouvelle du massacre du site d'atterrissage d'Isvan V était parvenue. Avec l'apparition de nouveaux traîtres et l'incapacité d'établir une communication avec de nombreuses légions, toutes les certitudes avaient disparu. Mars étant déjà en proie à la rébellion et à la guerre aux confins du système Sol, il savait que le siège du pouvoir impérial pouvait être menacé à tout moment. En réponse, Dorn souhaitait avant tout attirer toutes ses forces vers Terra pour la protéger d'un sombre avenir. Des cœurs d'astropathes avaient crié des messages dont la substance saturée de rêves du Warp, mais aucun n'avait atteint la flotte de représailles, ni n'avait eu des nouvelles de la flotte. Telle est la nature de l'astrotélépathie. Il est impossible de prédire comment et quand un message parviendra à son destinataire, ou même s'il sera reçu. Le Warp est un royaume de caprices, de rêves et d'impossibilités, et qui est travaillé par des lois qui ne sont pas du tout compréhensibles pour les esprits mortels. Les tempêtes Warp avaient en effet avalé les ordres de Dorn pour que ses fils retournent vers Terra, mais ces messages n'avaient pas été perdus. Alors même que la bataille dans le système de Fall atteignait des sommets calamiteux, par un destin étrange ou une conception invisible, les messages astropathiques de Terra brisèrent le voile de l'orage.
La férocité de leur envoi était telle qu'elle brûlait les esprits des astropathes qui les entendaient, leurs paroles parvenant au commandement à travers des bouches ensanglantées et brisées. Les impérialistes connaissaient maintenant la volonté de leur père et cela ne pouvait être ignoré. On leur ordonnait de retourner immédiatement vers Terra. À partir de cet instant, l'ignorance de la guerre était plus profonde. Outre l'ordre de leur primarque, les impérialistes savaient seulement qu'Horus s'était retourné contre l'empereur et que les Iron Warriors participaient à cette trahison d'une manière ou d'une autre. Au-delà de ces faits, tout était possible. Terra était sur le point de tomber, chaque autre légion avait peut-être déjà été détruite ou s'était retournée contre l'empereur. Face à une telle incertitude, les impérialistes réagirent selon leur nature. Leur propre discipline inflexible et leur obéissance inviolée à leur serment de fidélité les condamnant pour cette bataille. Ils suivirent alors les ordres sans poser de questions. L'ordre fut donné et la flotte des impérialistes commença à se désengager de la bataille. Dans le sillage du message de Dorn, un peu de calme s'était ouvert dans les tempêtes Warp, et un à un les vaisseaux des impérialistes en profitèrent pour y pénétrer. Ils se sont détachés de la bataille par étapes, d'abord les navires les plus rapides, et ceux que les vicissitudes de la bataille avaient libérés même temporairement de l'action rapprochée, puis les autres comme ils le pouvaient, s'ils en étaient capables. Ils ont échelonné, distrait et détourné les vaisseaux de guerre des Iron Warriors du mieux qu'ils purent. Des vaisseaux des impérialistes trop endommagés pour s'enfuir, se jetant volontairement à leur perte pour repousser l'ennemi afin que leurs frères puissent s'échapper. Mais quoi qu'il arrive, un tel plan d'action avait toujours un prix terrible. À la dernière minute, une arrière-garde des vaisseaux impérialistes demeurait immobile pour affronter les Iron Warriors. Nombreux étaient des navires parmi les plus anciens et les plus lourds, de grands guerriers vétérans des étoiles qui transportaient les forces de la Grande Croisade depuis ses débuts. Maintenant, ils se tenaient à contre-courant de l'ennemi, se battant et vendant aussi chèrement leur vie autant qu'ils le pouvaient avant de devenir eux aussi des boules de feu et des épaves. La liste des navires et des guerriers perdus au cours de cette dernière phase terrible de la bataille de Fall est longue et chargée d'héroïsme et de chagrin. À peine un tiers de la force initiale de la flotte de représailles parvint au Warp intact. Les autres allaient rejoindre leurs frères décédés dans le décompte des morts. Parmi ceux qui ont choisi de s'échapper, beaucoup sont retournés vers Terra. Là-bas, ils protégèrent le siège de l'humanité, certes intact, mais saisi par la guerre et l'incertitude qui brûlait lentement. Ce que l'amertume a pu brûler dans leur cœur à la suite de leur destin et le dur labeur que leur obéissance leur a coûté ne fut pas divulgué. D'autres ont été dispersés par les tempêtes pour mener la guerre pour leur propre compte, loin de chez eux, et ne verraient pas la lumière de sol jusqu'à ce que la guerre ait brûlé le sol de Terra. Le sort du capitaine Tyr et de sa mission désespérée reste un sort qui ne peut être vérifié avec certitude, mais il existe des preuves que lui et ses guerriers ont donné leur vie dans une tentative glorieuse, quoique futile, d'atteindre leur but et de tuer Perturabo. Comme l'ordre de se retirer les avait privés de leur soutien continu, la chance qui avait accompagné leur succès fut immédiatement brisée. Pourtant, on croit qu'en dépit de cela, Armandus Tyr et le fer de lance final de ses légionnaires ont réussi à se frayer un chemin dans la chambre même du Seigneur de Fer. Et là, ils ont rencontré leur destin final entre les mains du primarque lui-même. Un effort de courage et un fait d'armes qui en soi rivalisait avec les plus grands actes de la Grande Croisade. Alexis Pollux devait lui-même survivre à la bataille de Fall, après avoir mené une action d'abordage désespérée à partir de son propre vaisseau amiral, le Tribune, pour prendre possession du navire de guerre Iron Warriors, le Contrador, dans lequel lui et son commandement survivant devaient s'échapper. Fall ne sera pas son dernier commandement, et son nom allait continuer à vivre dans la gloire et la vengeance amère tout au long de la guerre de l'hérésie et de la purge qui allait suivre.